C'était des festivités vraiment hautes en couleur un peu partout aux États-Unis pour le 250e anniversaire du pays. On a vu ce rassemblement à Washington, perturbé par la météo quand même. Là, c'était pas simple. Il faisait très chaud. Il y avait des risques d'orage également, si bien qu'on a dû évacuer complètement le site, le mall. Trump a finalement pu faire son discours avec 1h30 de retard, mais autour de 23h samedi soir, il a pu le faire et s'en est suivi. Ces feux d'artifice absolument spectaculaires, 40 minutes de spectacle pyromusical, 850 000 pièces pyrotechniques. Bref, c'était vraiment quelque chose. Georges Mercier est analyste et doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale Sciences Po Paris et à l'Université de Montréal. Salut Georges. Salut Alex. Bon, t'as pensé quoi de tout ça? Écoute, premier commentaire sur la réception médiatique de ces célébrations-là, parce qu'on dirait que dans les grands journaux, disons, de centre-gauche, centre-droit, la nouvelle, c'était récupération politique. Bon, c'est vrai que Trump s'est mis au cœur des célébrations. Il était indépassable, on le voyait partout. Il a insisté pour faire son discours qu'il a fait, mais justement, dans ce discours d'une quarantaine de minutes-là, oui, il a mentionné des éléments politiques, oui, il y a eu des attaques partisanes, mais c'était loin, très loin d'être la majorité de ce qu'il a dit. Je pense sur 30 minutes sur 40, il s'est surtout contenté de célébrer les grands jalons de l'histoire américaine, de célébrer certains drapeaux, d'amener des vétérans sur la scène. Et ça, c'est intéressant parce que parfois, j'ai l'impression qu'on a tellement une vision négative de la Maison-Blanche qu'on a de la misère à percevoir ce qui se passe pour de vrai. Donc, faire un peu attention ici. Maintenant, il y a quand même eu des attaques partisanes. Les communistes! Les méchants communistes. Et il est donc content de pouvoir en parler. C'est assez ahurissant, ça. Depuis quelques semaines, Donald Trump s'est trouvé une nouvelle tête de Turc et je dirais même un nouvel argument de vente en vue des midterms qui approchent. Parce qu'il faut dire que ça allait mal pour Donald Trump. Ça allait mal pour lui. Il était très bas dans les sondages. Il n'avait pas rempli les promesses qu'il avait faites aux Américains pour se faire élire la première fois, notamment au niveau économique, où c'est pas vrai que pour l'Américain moyen, les choses sont nécessairement améliorées depuis son retour à la Maison-Blanche. Donc, Donald Trump avait besoin d'un nouvel argument de vente. Et cet argument de vente-là, comme c'est souvent, très souvent le cas, les démocrates ont décidé de lui donner en faisant élire dans les dernières semaines, ou en nommant dans les dernières semaines des gens très, très, très à gauche. Bon, ce ne sont pas des communistes, mais ils sont quand même beaucoup plus à gauche que le centre idéologique américain. Et donc, ils s'en servent comme tête de Turc. Et ça à quoi on peut s'attendre d'ici aux élections du mandat, c'est qu'on accroisse cette rhétorique-là, si bien qu'on pourrait croire, dans la tête de certains républicains, qu'il y aurait une véritable menace rouge aux États-Unis, ce qui n'est pas tout à fait le cas, cela dit. Mais samedi, Georges, c'était-tu la fête de tous les Américains ou c'était la fête des partisans du président? C'était la fête de tous ceux qui voulaient avoir des États-Unis une vision largement positive qui ne s'excusait pas pour le passé des États-Unis. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une lutte mémorielle, une lutte pour l'histoire des États-Unis entre les démocrates et les républicains. Et selon que vous êtes démocrate ou républicain, vous ne vivez plus de plus en plus dans un pays avec une histoire commune. Par exemple, les républicains vont célébrer la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale. Au contraire, certains démocrates vont plutôt déplorer encore aujourd'hui l'histoire esclavagiste. Grande question là-dessus, c'est quoi la date d'anniversaire des États-Unis? Est-ce que c'est 1776, la déclaration d'indépendance, ou c'est 1619, la date où les premiers esclaves sont arrivés? Et là, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un corps citoyen qui est plus capable de s'entendre sur ce qui est significatif dans son histoire, ça devient très difficile de se parler entre eux puis de réconcilier ce gouffre-là partisan. Pendant ce temps-là, il y avait les funérailles, puis c'est des funérailles qui ne finissent plus de finir, là, qui s'étirent sur plusieurs jours, de l'ayatollah Ali Khamenei, qui a été tué dans les frappes américaines, on s'en souviendra. C'est pas un hasard que ça ait lieu présentement. Là. On est en plein cœur des célébrations du 4 juillet aux États-Unis. Quel message ça envoie dans ton esprit? Puis le fait aussi que certains de ses fils étaient là, mais on n'a toujours pas vu Mojtaba Khamenei, son successeur. Là. Je suis content que tu le mentionnes, Alexandre, parce que moi aussi, je me suis demandé s'il y avait un lien entre les deux dates. Est-ce que les Iraniens ont voulu faire un genre de pied de nez aux célébrations du 250e américain en accaparant une partie de l'attention globale? Parce qu'en fin de semaine, les médias étaient partagés entre les deux événements. Ce qui est certain, c'est que ces funérailles-là, pour l'État iranien, c'est une manière de se réaffirmer, de se reconsolider surtout. Et moi, il y a une scène qui m'a absolument fasciné. On voit les principaux leaders de l'Iran, ceux dont on dit qu'ils auraient le pouvoir. Le président du Parlement, et ils sont devant le cercueil d'Ali Khamenei et ils pleurent. Il pleure, mais à chaudes larmes. Et donc, on voit des hommes matures qui pleurent pour cet homme-là, l'ayatollah qui a été assassiné par les Américains et les Israéliens. Et la question que ça pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Est-ce qu'ils pleurent parce qu'ils sont vraiment tristes? Et si c'est le cas, ça veut dire que c'est quand même un régime
qui demeurent idéologiques, qui demeurent très, très fortement orientés autour de l'islamisme, où ils pleurent parce qu'il y a des gens qui les regardent, qui leur disent, attention, vous devez pleurer parce que vous devez feindre de croire encore que le régime est important. Et ça, c'est intéressant. Autre élément que j'ai trouvé absolument fascinant, il y a des pays de la région qui ont envoyé des délégations de condoléances aux funérailles. Et les Iraniens voulaient envoyer des messages, mais ils l'ont fait de manière très subtile en lisant des versets du Coran. Donc, par exemple, l'Arabie saoudite arrive et on lit un verset qui dit « Faites attention de ne pas vous allier avec les impies », donc avec les Américains essentiellement. Le Qatar arrive et on leur dit « Ah, on vous pardonne vos péchés, vous pouvez peut-être redevenir nos alliés. » Le Qatar est plus proche de l'Iran que l'Arabie saoudite. Et finalement, le Hezbollah arrive, puis là, évidemment, vous êtes les élus de Dieu, vous êtes extraordinaires, etc., etc. Mais c'est drôle de voir comment on a pris du côté iranien des funérailles nationales pour reconsolider le pouvoir, mais aussi pour envoyer des messages subtils, mais très clairs, géopolitiques aux autres pays de la région. Parlant de messages, est-ce qu'il faut s'inquiéter aussi de voir cette espèce de sentiment de vengeance-là, qui est exprimé par plusieurs personnes? C'est des messages notamment qui ont été écrits sur certains murs, certains ont scandé, on avait des... Est-ce qu'il est réel, ce sentiment de vengeance-là? Est-ce qu'on doit vraiment le craindre? Bien, il est certainement réel au sein d'un certain pourcentage de la population iranienne qui est convaincue que la révolution islamique, c'est une cause pour laquelle on doit parfois donner sa vie. Et d'ailleurs, il est même officiel, parce que parmi les célébrations, pas les célébrations, mais parmi les funérailles, vous avez un poète qui a lu un poème qui avait été approuvé avant qu'il ne le lise. Donc, c'est pas quelque chose d'improvisé sur le moment, c'est pas un manifestant dans la rue. Et dans ce poème-là, il appelait à la mort de Donald Trump. Et c'est particulier parce qu'on sait qu'il y a eu des tentatives d'assassinat qui avaient été déjouées aux États-Unis de la part des Iraniens contre Trump. Là, le régime semble un peu jouer avec le feu, parce qu'on sait à quel point il est orgueilleux, le bonhomme de la Maison-Blanche. Je ne pense pas qu'il va apprécier lorsqu'il apprendra que les Iraniens ont appelé à sa mort officiellement durant la période. De l'autre côté, il faut aussi dire que, considérant qu'il y a une population très farouchement conservatrice, bon, pas majoritaire, mais quand même présente en Iran, le régime islamiste doit leur donner des gages. Et peut-être que ces appels à l'assassinat-là, c'est une manière de les calmer, de leur donner quelque chose. Cette semaine, nos yeux vont se tourner vers Ankara pour le sommet de l'OTAN. Et là, ce sera un autre conflit qui va être vraiment au cœur des discussions, celui entre la Russie et l'Ukraine. Puis un conflit qui semble s'escalader en ce moment, aussi bien du côté russe que du côté ukrainien. On accroît les frappes. Bon, les Ukrainiens auraient une stratégie pour frapper loin, profondément en Russie durant 40 jours pour accroître la pression. Et là, la grande question, c'est Donald Trump et Volodymyr Zelensky devraient se rencontrer mercredi, si je ne m'abuse, dans un contexte où l'Ukraine semble non pas reprendre le haut du pavé, mais au moins mieux résister. Est-ce que Zelensky parviendra à convaincre Trump, notamment d'envoyer de nouveaux missiles intercepteurs de longue portée en Ukraine pour leur permettre de continuer à mettre de la pression sur la Russie, ou au contraire, il va rencontrer un Trump qui, comme ça a souvent été le cas, va avoir parlé avec Vladimir Poutine, parce qu'ils se sont parlé en fin de semaine pendant environ 90 minutes, et on sait combien, pour une raison ou une autre, quand Trump parle à Poutine, on dirait qu'il devient instantanément moins chaud envers l'Ukraine. Merci, Georges.